bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Diaspo Sciences et Tech, une émission qui a été mise sur pied par la VKI, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais, et réalisée avec le concours du Billy Proda. La France, l'Allemagne et plusieurs pays d'Europe maintiennent le confinement. Plusieurs mesures ont été mises sur pied pour mettre stop à cette pandémie qui continue à faire des morts. La grande a été notre surprise due au communiqué du Premier ministre mettant fin, sinon au déconfinement au niveau du Cameroun, où plusieurs bars et débits de boissons se sont vus ouverts. La terre ne ment jamais, c'est un slogan camerounais et tout le monde le sait bien. Le président de la République, dans l'une de ses sorties, avait appelé la jeunesse camerounaise à prendre l'agriculture, à faire de l'agriculture leur cheval de base. Telle a été l'initiative de plusieurs Camerounais. Un s'est fait distinguer, celui-là qui aura mis sur pied une plateforme permettant à plusieurs agriculteurs, vendeurs et consommateurs de communiquer ensemble afin de voir les différentes ressources de l'agriculture, afin de voir leurs différentes ressources pourrir en route. Madame, Monsieur, pour en discuter dans ce nouveau numéro de Diaspo Sciences et Tech, nous avons le privilège de recevoir le docteur Alain Kento, membre de la Camfomédic, président fondateur de l'ONG Arts ILF. Comme deuxième panéliste sur ce plateau, nous avons Monsieur Bertrand Fofé, software engineer, consultant IT, CEO fondateur de la plateforme, c'est la startup Djangolo. Alors, Monsieur Foufi, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Billy Prod en partenariat avec la VKI. Bonsoir, Billy, et bonsoir à tous les spectateurs. Alors, bonsoir également à notre deuxième panéliste, le docteur Kento. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Billy Prod. Vous qui êtes un habitué. Bonsoir Billy, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir à tous les internautes, bonsoir au Cameroun. Bonsoir Cameroun. Alors, docteur Kento, vous êtes le président fondateur de Arts Health. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette ONG-là? Je le fais avec plaisir. Arts Health, c'est une organisation, une ONG non gouvernementale de droit allemand, comme on le sait, comme on le dit souvent, EVO, et ça a été créé en 2011 et dès lors de sa création, nous menons des actions au Cameroun dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'humanitaire, dans le domaine social. Et depuis près de 10 ans maintenant, nos actions se concentrent dans les différentes régions du Cameroun et nous mettons l'accent dans les zones rurales et aussi, mais sans oublier naturellement les grandes métropoles. Et à cette période de crise, nous constatons que nos actions sont plus que jamais demandées et nécessaires et urgentes sur le terrain. Donc, c'est en bref ce que je peux dire. Bon, disons que dès le départ, dès le début de la pandémie, mon dernier voyage était au mois de février. Aider à notre niveau les structures hospitalières ou alors la population. Mais malheureusement, je n'ai pas pu faire le second déplacement et, faute, à cause de la fermeture des frontières. Malgré tout cela, nous avons nos équipes sur place. Déjà actuellement, 4 régions du Cameroun sont à pied de
protéger, les mesures barrières, que ce soit, telles que les gants, tels que les masques de protection, les gels hydroalcooliques et puis des explications dans la sensibilisation. Et ce n'est pas seulement au niveau de la population que nous agissons à tous les niveaux. Donc, nous avons des structures sanitaires pour le personnel médical à qui nous offrons, lorsque nous les avons, les choses comme les gants de soins, les choses comme les surblouses pour leur permettre de se protéger. Il y a les agents communautaires qui sont formés, que ce soit par certaines structures. Nous avons à Baroussam, par exemple, le ministère de la Jeunesse qui a formé des personnes en collaboration avec la délégation de la jeunesse, la délégation de la santé, qui forment du personnel qui font du porte-à-porte. Alors, ce personnel-là, nous avons remarqué que dans plusieurs régions, dans plusieurs circonscriptions, qu'ils n'avaient pas de matériel pour se protéger eux-mêmes, d'abord avant de faire des descentes sur le terrain. Donc, ils n'arrivaient pas à agir et ils avaient peur. Et puis, c'était Et en plus de cela, comme je disais, les structures sanitaires et aussi nous avons la population à qui nous partageons aussi du matériel pour le respect des règles d'hygiène et alors pour aussi respecter les mesures de distanciation tout en leur expliquant les masques et peut-être leur donner la possibilité de respecter ces règles-là, donc de l'eau et du savon, des trucs pareils. Donc, c'est à peu près ce que nous faisons sur le terrain. Merci, docteur Kento. On rappelle que vous êtes membre de la Camfomadic et président fondateur de l'ONG ATILF, cette belle ONG qui existe depuis 10 ans et qui, à chaque fois que vous avez l'occasion, vous venez comme ça en aide aux nombreux Camerounais qui sont dans le besoin. On rappelle que ça va commencer aujourd'hui parce que j'ai déjà fait le tour avec vous au Cameroun, du côté dans le Nozo, où vous étiez également très actif. Alors, on va aller vers notre deuxième panéliste. Comme je l'ai dit tantôt, il s'appelle Monsieur Bertrand Fofi, software engineer, IT consultant et CEO de la plateforme de la startup Djangolo. Alors, Monsieur Fofi, bonsoir encore une fois de plus. Est-ce que vous nous présenter c'est quoi Djangolo? Bonsoir. Ouais, une fois de plus, celui des producteurs locaux. Donc, il faut rappeler déjà que les producteurs locaux en Afrique, en moyenne, perdent entre 30 et 40% de leur production entre le moment de la récolte et la fin des ventes. Donc, Djangolo est donc cette plateforme qui apporte cette solution et permet justement aux producteurs locaux de pouvoir commercialiser leur production le plus rapidement possible et le plus facilement possible, on va dire. En cette période de crise, comment se porte la start-up, sinon comment se porte Djangolo? Ce que je vais dire, c'est que si on se base sur le fait que la plateforme est une plateforme numérique pour soutenir l'agriculture, avec les limitations qu'on a justement dans les mouvements et puis mais dans un contexte tel que l'utilisation du numérique, comme on est en train de presque un impératif. Et dans ce sens, effectivement, la start-up a connu une espèce de, je vais dire, une croissance en fait considérable en termes de nombre d'utilisateurs et aussi en termes de transactions en fait.
Ok, félicitations. Je suis persuadé que nos nombreux téléspectateurs vont apprendre énormément de cette start-up. Quels sont ses avantages? Alors, tout à l'heure, vous avez bien illustré en entrée de jeu, c'est que Djangolo, pendant que je préparais cette interview, cette émission, Djangolo, c'est quoi exactement? Ça signifie quoi? Alors, Django, en fait, ça veut dire la mangue. En langue, ouais, dans deux ou trois des langues du littoral. Bon, maintenant, on peut entrer dans pourquoi la mangue, mais je crois que la mangue, telle que vous pouvez voir sur le logo, en fait, ça représente, en fait, c'est un peu illustratif, un peu de notre vie. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi à Douala, pour l'histoire, pour la petite histoire. Donc, les mangues qui tombent sur les toits et ainsi de suite, ça fait un petit peu partie effectivement de mon enfance. Et pour moi, il était question d'avoir un truc. Donc, merci à Monsieur Fofi. Je retiens que Djangolo, c'est la mangue, en langue douala, c'est ça? Mhm, tout à fait. Ok, donc là, je peux dire que je connais un peu parler le douala. Alors, euh, Djangolo, c'est une plateforme, comme on l'avait dit tantôt, qui regroupait les agriculteurs, le transport, les consommateurs. Alors, nous allons prendre le premier volet avec l'agriculture. Comment Djangolo gère le milieu agricole? Est-ce que euh, Djangolo, comment je vais dire, présente les... Comment est-ce que vous présentez, comment est-ce que vous vous présentez au niveau de l'agriculture? Alors, ce qu'il faut déjà comprendre d'entrée de jeu, c'est que nous sommes une entreprise technologique. OK? Donc, il faut pas qu'il y ait de la confusion là-dedans. Il faut savoir que l'agriculture ne commence pas aujourd'hui avec Djangolo. OK? L'agriculture, l'agribusiness ne commence pas avec Djangolo. On a depuis longtemps, en fait, des personnes qui vendent la provente, des personnes qui produisent, des personnes qui font les différents métiers, en fait, de l'agriculture et de l'élevage. OK? Donc, habituellement, quand on va dire agriculture, plusieurs paramètres ou à plusieurs raisons en fait. C'est que, entre autres, on n'a pas de route, par exemple. Imaginez une personne qui produit à Bamenda ou à Tombel ou je sais pas trop où, dans une zone reculée. Donc, cette personne a déjà des problèmes, en fait, a pas mal de soucis à transporter. Quand ce sont des petits agriculteurs, des petits producteurs, ils ont déjà de la peine à transporter leur production. Mais au-delà de ça, ils ont des problèmes d'investissement. Ils ont des problèmes d'information. C'est-à-dire que si on prend un produit comme la tomate a une dizaine de variétés en fait, j'ai dit, et bien plus. Mais généralement, ce qu'on observe, c'est par exemple que le producteur va faire une variété de tomates qui en fait n'est pas demandée. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que la maman qui est à Mundemba, par exemple, et qui est en train de produire de la tomate et qui compte vendre cette tomate-là sur le marché de Douala, comment faire pour lui renvoyer la bonne information sur la bonne variété et aussi lui dire quel est le bon moment où en fait elle peut produire sa tomate afin de commercialiser au meilleur des prix. Donc, Djangolo vient vraiment être la couche numérique qui vient se poser sur le circuit, le flow habituel de l'agribusiness. En faisant donc, en permettant justement que l'acheteur qui se retrouve peut-être à Garoua puisse facilement, à travers la plateforme, entrer en contact avec cette dame qui est à Mundemba et dire, OK, je voudrais acheter de la tomate de telle variété à la fin du mois de juin, par exemple. Donc, et c'est cette organisation-là, donc on peut résumer en fait en deux points
l'apport de Djangolo. On vient résoudre premièrement le problème de l'accès à l'information, c'est-à-dire que pouvoir dire au producteur quel est le type de produit qui passe sur le marché, entre guillemets, et de pouvoir dire en fait quel est le meilleur moment pour pouvoir mettre ces produits. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'accès au marché, en fait, quoi. OK? Donc, il y a l'accès à l'information et puis il y a l'accès au marché. L'accès au marché, c'est de permettre, par exemple, à un producteur je sais pas, de cacao, de bananes, de plantain, qui a aidé à de pouvoir juste être dans sa plantation. Et nous, ayant référencé justement les informations de ce producteur, nous donnons la possibilité aux acheteurs, à un acheteur qui est peut-être assis dans son bureau à Yaoundé, de passer la commande de, je sais pas moi, 2 camions ou 3 camions de plantain pour sa boutique, par exemple, au marché central de Yaoundé. Donc, c'est en fait à ce niveau-là que Djangolo apporte en fait une plus-value. Donc, aujourd'hui, si vous allez sur djangolo.cm, en fait, vous avez la possibilité de rechercher juste poulet. En recherchant, par exemple, le mot-clé poulet, vous pouvez retrouver tout ce qu'il y a comme poulet et, et produits dérivés, en fait. Et aussi, vous pouvez trouver pour les fournisseurs, les vendeurs ou les acheteurs de chaque produit agro-pastoral, en fait, de façon générale. Donc, c'est ça, en fait, ce que Djangolo apporte comme plus aux producteurs. Je rappelle que la plateforme Djangolo n'est pas une plateforme qui est ouverte à tout. Je veux dire, c'est pas une plateforme sur laquelle vous allez trouver des chaussures importées ou bien des produits importés. Nous travaillons exclusivement à faire développer l'économie locale. Donc, c'est pourquoi vous ne trouverez que... En fait, nous, on vous donne toutes les informations sur les produits locaux. Donc, et au-delà maintenant de cet aspect de la production et de l'information qu'on passe aux différents producteurs, il y a aussi le consommateur, n'est-ce pas? Parce que on parle aujourd'hui du Made in Cameroun, mais il y a une espèce de mur entre les producteurs qui bataillent dur chaque jour pour pouvoir mettre de nouveaux produits sur le marché, et d'un côté, et de l'autre côté, les consommateurs. Les consommateurs sont, à la limite, ils sont bombardés en fait au quotidien par des publicités étrangères, des produits des grandes marques en fait qui ont des budgets pour pouvoir communiquer sur les grandes chaînes. Ça fait que l'information des produits importés arrive beaucoup plus facilement à nos consommateurs par rapport à nos petits producteurs qui souvent n'ont pas les moyens pour faire de grandes publicités. Donc, ce que nous faisons justement sur le site, c'est de pouvoir non seulement de donner aux consommateurs la possibilité de pouvoir informer le public sur la particularité de son produit, mais aussi on renseigne. Par exemple, si vous recherchez quoi? Je prends un truc au hasard, sirop. Donc, si vous recherchez le terme sirop, ouais, sirop, la boisson, en fait, vous allez voir qu'il y a, je crois, 2 ou 3 marques locales qui font une grande gamme de sirops faits naturellement et tout. Donc, nous vous donnons par exemple la liste de toutes les boutiques et les supermarchés au Cameroun où vous pouvez trouver ces produits-là. Donc, au-delà de juste aider les producteurs, on aide aussi, on essaie de booster en fait tout l'écosystème en informant le consommateur sur le point de vente le plus proche de lui en fait. Et donc, bien entendu, pour clôturer, on permet dans certains cas de passer des commandes en ligne. Mais bon, on pourra en rediscuter un peu plus tard. Alors, merci, Monsieur Fofi. D'entrée de jeu, je crois que c'était très, très, très bien expliqué et nos téléspectateurs se réjouissent. On rappelle à tous ceux qui nous écoutent de bien vouloir continuer à partager ce live et, si possible, d'appeler. S'ils ont des questions, ils peuvent directement appeler au 0049 176 20 96 48. À chaque instant, ils peuvent appeler et poser des questions soit à notre docteur, Monsieur Kento, ou à Monsieur Fofé. Alors, on reste. Comment accéder à la plateforme? Sinon, est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il faut payer pour avoir accès à cette plateforme, pour mettre son entreprise, sinon présenter les différents produits que l'on cultive? Bah, on va dire que la plateforme est entièrement gratuite pour les producteurs, c'est-à-dire qu'elle a été développée effectivement pour pouvoir faciliter l'accès à l'information. Donc, il serait très peu stratégique pour nous de rendre complexe l'accès à je veux dire, la soumission de ces informations-là. Donc, pour être spécifique, si par exemple vous avez vos poulains, si vous avez un poulailler, ou je sais pas, vous produisez du poulet, vous pouvez aller sur Djangolo et en cliquant sur les annonces,
l'agroalimentaire, c'est-à-dire les personnes qui transforment des produits agricoles, par exemple comme du sirop. Non. Au-delà donc de ces informations qu'on met à disposition, parce que vous pouvez littéralement cliquer sur le bouton avoir le numéro de téléphone et contacter toutes les entreprises. Là, je suis en train de parler de pratiquement, on est à 18 000 producteurs, agriculteurs qui ont justement leur compte, qui gèrent leur ferme avec notre plateforme. Et on parle de plus de 1200 entreprises locales. Donc, vous pouvez aller faire ces recherches-là. La plateforme est totalement disponible, totalement gratuite. Maintenant, il y a justement des personnes, comme je mentionnais tout à l'heure, il y a des personnes qui ont des entreprises et qui, pour une raison ou une autre, voudraient qu'on les accompagne dans la commercialisation de leurs produits. Et dans ce cas, on a un ensemble de packages qui permet, par exemple, à l'agro-industriel de pouvoir suivre, en fait, de pouvoir d'abord commercialiser ses produits. Par exemple, on a l'information, on a les données qui nous permettent de vous dire, par exemple, que votre produit, qui est par exemple un dérivé du poulet, peut être plus facilement consommé à Yaoundé et dans tel quartier. Parce qu'en fait, on a les données pour faire ce genre de choses. Et on a la possibilité, par exemple, de faire que votre produit, votre marque que vous avez, bon, votre produit, vous voulez mettre sur le marché, on a la possibilité de le prendre et d'en faire une communication ciblée pour toucher les personnes en fait qui sont intéressées, qu'on sait qui sont intéressées par votre produit. Donc, ces services-là, par contre, sont des services qu'on donne aux entreprises qui ont souscrit un abonnement. Donc, du côté de l'agriculteur, par exemple, on a le service, comme j'ai dit, l'agriculteur on a une plateforme qui permet à l'agriculteur de gérer sa ferme complètement. C'est un logiciel qui permet à l'agriculteur de gérer sa ferme, de savoir combien il a dépensé, quel est le prix de revient, par exemple pour le poulet, ainsi de suite, qui fait tous ces calculs automatiquement. Ce logiciel est entièrement gratuit. Maintenant, de l'autre côté, il y a certains producteurs qui viennent pour avoir des informations. Par exemple, des gens qui viennent nous dire, je veux vendre avant la récolte. OK? Et pour ces personnes-là, elles doivent souscrire à un abonnement et puis nous, on va faire le travail pour elles-mêmes, en fait, pour ces entreprises. Donc, et comme j'ai dit, hein, ce qu'on va faire, c'est ce que vous-même, vous pouvez faire en self-service, quoi, en vous servant vous-même. Maintenant, nous, si vous payez un abonnement, on a une équipe qui va s'occuper du truc et qui va éventuellement vous former. C'est vrai aussi, quand je parle d'abonnement, il ne faut pas croire que c'est des grosses sommes. L'abonnement pour les agro-industriels est de 5 000 francs le mois. Donc, c'est relativement OK. Bon, peut-être OK, donc sens, mais OK. Je dis OK par rapport à ce que, à la valeur ajoutée, en fait, d'accord, que le service peut offrir. Pour les agriculteurs, en fait, c'est 2 000 francs. Mais comme je dis, 80% de ce qui se fait peut se faire par l'agriculteur lui-même, en fait. Alors, merci, Monsieur Fofi. Et avant de continuer, je tenais déjà à dire un grand merci à Monsieur Gilles Ngom, qui, on a eu un problème de son et comme fidèle et téléspectateur de cette émission, il nous a envoyé un signal et je crois que le problème a été résolu par la régie. Alors, avant d'aller du côté de notre docteur, Monsieur Kento à Berlin, une dernière question à votre endroit, Monsieur Fofi. Si j'ai envie de me lancer dans l'agriculture, est-ce que Djangolo est une plateforme qui me permet d'apprendre, de m'édifier davantage? Ou dans quels produits et comment? Bon, ouais, donc, ouais, c'est une excellente question et c'est une question qui nous revient justement tous les jours. On est dans un environnement où généralement les gens ont l'habitude de se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Et j'aime bien prendre le temps justement de dire à toutes les personnes qui viennent vers nous, nous ne sommes pas des agriculteurs, OK? Et nous ne sommes pas là pour prendre le travail, pour se faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Nous avons un écosystème, nous sommes une plateforme qui permet aux experts de chaque domaine justement de pouvoir faire leur travail de la façon la plus facile possible. Donc, maintenant, pour revenir à la question, Djangolo a pour mission première de connecter les gens. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans un business d'agriculture, par exemple,
Alors, en une minute, littéralement en une minute, vous pouvez trouver sur Django, en recherchant juste entreprise de conseil en agriculture. Conseil. Donc, si vous voulez faire du porc, par exemple, tapez conseil et porc. Et vous allez avoir dans la première ligne, en fait, la liste des entreprises qui font du conseil dans, par exemple, la création de porcheries. Donc, et ces entreprises-là sont des entreprises qui sont déjà sur place, qui ont la maîtrise, en fait, des ressources humaines, qui ont la maîtrise des projets de ce type-là, et qui ont toutes les informations qu'il vous faut pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est de mettre ces informations-là, d'aller collecter les informations auprès des entreprises qui ont du bon potentiel pour faire ce travail-là, et nous, on les met à votre disposition. OK? Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que avec Djangolo, alors, ce qu'on vous donne, en fait, ce qui est disponible sur le site, c'est juste impressionnant. C'est-à-dire que vous avez littéralement le contact et c'est gratuit. C'est gratuit. Je le dis aux utilisateurs, aux gens qui nous suivent, en fait, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur Djangolo et rechercher. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple, dans les annonces, sur la page d'accueil, vous avez des petits menus en bas. Il y a annonce ou bien advert en anglais. En cliquant sur advert, en fait, vous avez la liste des dernières annonces. Je prends un exemple. Si vous allez sur la liste des annonces et vous voyez, par exemple, que les 50 premiers produits sont, il y a peut-être, sur les 50 premiers produits, il y a peut-être 30 qui sont en fait faits par, qui en fait sont des produits sont par exemple du poulet. Je prends l'exemple. Ou bien peut-être de la salade ou de l'aubergine. Ce que ça vous donne comme information, c'est qu'il y a effectivement de la demande ou de l'offre. D'accord? Donc, si vous allez là-dessus, vous recherchez achat, par exemple, voilà, vous allez voir tous les produits que les gens essayent d'acheter à Douala. Et c'est pareil pour la vente. Donc, nous, on vous donne les outils qui vous permettent, en fait, d'analyser et de comprendre le marché. Le troisième outil qu'on vous donne, en fait, c'est le market price. Donc, si vous allez sur les prix du marché, donc, si vous allez sur la page d'accueil, il y a un bouton, les prix du marché. Si vous êtes curieux et si vous êtes sérieux dans votre activité, vous allez juste là-dessus et vous regardez la progression des prix du 1er du mois au 30 du mois. Et vous allez comprendre justement les produits qui sont les plus intéressants, les moins intéressants, les plus vendus et les moins vendus. Donc ça, c'est ce que vous faites en self-service. Maintenant, si vous avez besoin d'un accompagnement et que vous voulez nous confier d'une certaine façon, travailler avec nous parce que vous avez confiance en nous, effectivement, vous pouvez donc venir vers nous et puis on a donc des programmes soit de formation, mais je précise que ces programmes, que ce soit de formation ou d'accompagnement, sont des programmes où nous, on vous met en contact avec des entreprises qu'on a filtrées sur la base de leurs compétences et d'un certain nombre de choses. Donc, nous-mêmes nous ne serons pas ceux, nous ne sommes pas ceux qui vont développer, en fait, gérer votre projet, mais nous, on a déjà fait un travail en amont pour filtrer les différentes entreprises qui vont répondre précisément à votre problème. Alors, merci une fois de plus, Monsieur Fofi. On va aller du côté de Berlin où nous allons, Monsieur, sinon le docteur Kinko qui nous attend. Alors, docteur, j'espère que vous êtes toujours en ligne. Je suis présent. Merci, docteur. Vous allez m'excuser de vous avoir laissé longtemps, mais je crois que vous avez également gagné énormément en écoutant notre confrère, Monsieur Fofi. Alors, docteur, on va mentionner un point. Vous faites le tour du Cameroun, vous apportez votre aide grâce à votre Hilfe. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez présentement sur le terrain, docteur? Ça sera un peu difficile de toutes les énumérer tous. Nous avons, dès le début de la crise, comme je disais, essayer d'analyser la situation. Nous, en tant que, qu'est-ce que nous pouvons apporter comme notre petit soutien, comme notre petite aide à cette pandémie pour une population de 25 millions d'habitants. Et compte tenu des moyens que nous avons à notre disposition. Nous avons remarqué d'abord que après les mesures prescrites et aussi avec l'expérience que nous avons eue dans que les premières mesures dans la première phase de la pandémie étaient d'abord le respect des règles d'hygiène. C'était d'abord les premiers trucs. Dont les gels hydroalcooliques, c'était les premières choses qu'on avait et les masques de protection.
Ensuite, nous avons constaté que le personnel les agents communautaires qui devaient être sur le terrain pour sensibiliser la population sur cette maladie et sur le pourquoi et du comment se protéger, eux-mêmes, ils n'étaient pas protégés. Et donc, ils avaient une réticence de se rendre sur le terrain. Et nous avons essayé de travailler en collaboration avec eux pour leur fournir du matériel nécessaire. Mais loin de là, nous avons eu aussi des contacts des médecins des hôpitaux. Et quand je parle des hôpitaux, je ne parle pas des centres de santé ou bien des hôpitaux de district ou bien des centres médicaux d'arrondissement, un truc de ce genre. Mais nous parlons aussi des médecins dans les grandes structures, dans les hôpitaux régionaux, dans les hôpitaux de référence, à Yaoundé, Bafoussam ou n'importe où, qui nous disent vraiment c'est très, très difficile. J'ai un masque que je porte qui est censé être pour un jour, ou bien pour 6 heures de temps, ou bien pour 3 heures de temps, mais je le mets depuis 2 jours. Les surblouses qui sont dans notre contexte des emplois jetés, lorsque tu passes de la chambre d'un patient contaminé dans une autre chambre, tu dois changer. Alors, le médecin dit, je n'ai qu'une seule surblouse, je suis obligé de... Et ça, c'est inacceptable. Les gants de soins, c'est une denrée rare dans les hôpitaux, ainsi de suite. Et ce qui fait que de nos moyens réduits, on était obligé peut-être de se limiter à certains collègues, particulièrement leur donner ça, et parce qu'on n'a pas assez pour donner peut-être à une structure entière. Si vous avez un hôpital où il y a, je ne sais pas, 100 personnels de santé, vous ne pouvez pas couvrir si vous n'avez pas en grande quantité. Et donc, c'est à peu près ça que nous remarquons sur le terrain, mais aussi un certain nombre de problèmes qu'on se rend compte que certaines personnes au début n'acceptaient pas la maladie ou bien la pandémie en tant que telle. Donc, pour eux, c'était une invention de l'Europe ou bien ça va rester là-bas ou bien le virus ne peut pas passer au Cameroun, ça va disparaître, des trucs de ce genre. Bon, et aussi, nous constatons que les mesures, Allô, docteur? Allô? On a un problème de son. Alors, monsieur Foufi, est-ce que vous me recevez? Oui. Alors là, je crois qu'on a un problème avec le docteur Kento, dont j'ai complètement perdu le signal. Bon, là, on va revenir carrément vers vous. On va continuer à discuter. Alors, monsieur Foufi, en attendant le retour de notre collaborateur, sinon de notre panéliste, le docteur Kento, qui a complètement disparu. Euh, alors, quand vous avez mis votre plateforme sur pied, monsieur Fofi, quels sont, sinon, tous les jours, vous faites le tour du Cameroun, vous approchez les cultivateurs, les agriculteurs, les élévateurs, quelles sont leurs difficultés quand vous causez avec eux? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien? Bon, ce que je veux dire, c'est que les... je veux dire, s'il y a une difficulté qui est commune, agricole ou bien d'élevage, en général, le problème, c'est d'écouler la production. En général, c'est le problème. Maintenant, au-delà de ce problème, il y a effectivement le problème de pouvoir vivre de son métier.
Et je pense que c'est l'un des challenges, en fait, malheureusement, de nos producteurs parce que pour pouvoir produire, pour pouvoir vivre de sa production, il faut pouvoir avoir le contrôle sur le prix de revient de sa production. Et au-delà de ça, il faut pouvoir vendre suffisamment bien pour pouvoir se faire une marge. Donc, je pense que là ça constitue en fait je veux dire, le problème essentiel en fait de tous nos producteurs, de pouvoir vivre de leur métier. Là, j'ai un sérieux problème avec le Je suis signal. déjà là. Ok, monsieur. Oui, Ouais, monsieur Kento, vous êtes de retour. oui, oui, oui. Oh, félicitations. Là, j'avais complètement perdu la ligne et le signal. J'étais déjà triste. Le fait de ne pas vous avoir, de ne plus vous écouter. Alors est-ce que vous allez continuer dans votre démarche quand vous nous Oui, expliquez ici les différents je- déboires que rencontrent nos médecins et docteurs? On rappelle que vous avez dit à nos téléspectateurs qu'ils sont nombreux à utiliser des cache-nez pendant des jours. Hein, quand on sait que ces cache-nez sont prescrits pour 2 à 3 heures de temps, mais au Cameroun, pratiquement dans la ville de Bafoussam, comme vous l'avez mentionné, il y a certains médecins qui utilisent ça pendant 3 jours. Alors, on vous écoute dans votre démarche, comme vous nous expliquez tantôt. Non, oui, oui, justement, je n'ai pas. euh, je n'ai pas fait une statistique dans tout le Cameroun, donc c'est des contacts personnels que j'ai ou bien que nos collègues sur le terrain ont et qui nous rapportent. Bon, donc je ne veux pas, je ne sais pas si c'est des cas isolés ou alors c'est un hasard, mais c'est ce qu'on nous rapporte. Hein. Alors, comme je le disais, c'est pour cela que bon, nous, on essaye, dans ces cas particuliers, peut-être d'essayer de voir si on peut faire quelque chose pour le collègue qui se rapproche de nous ou bien si on ne l'est pas. Je me rappelle, il y a un hôpital qui, dans la situation, a fouillé dans le carton de dons que je leur avais offert en 2019. Il m'a dit, heureusement, on a trouvé des cache-nez. J'ai dit, bon, j'espère que c'est encore, c'était encore, c'est pas périmé, là. C'est pas périmé. Il m'a dit, non, 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 non. La date écrite, c'était 2021. J'ai dit, bon, ok, c'est bon. Donc c'est des trucs comme ça qu'on rencontre sur le terrain. Et nous avons, comme je le disais, vous avez mentionné le nozo tout à l'heure. Euh, Pas plus tard il y a de cela 3 jours, nous étions à Bonabéry dans le camp des déplacés internes. Et là, vraiment, je dois dire un grand merci à nos volontaires sur le terrain, que ce soit Joseph à Bafoussam, que ce soit Henri à Bafoussam, Wilfried à Douala, Christelle et Simplice, tous ces volontaires qui nous supportent au jour le jour, qui sont sur le terrain malgré mon absence. Vraiment, grand merci. Alors là, on se retrouve dans une situation de dilemme. Parce qu'on s'est dit, bon voilà, on y va. Parce qu'on veut leur donner aussi l'occasion de respecter ces règles d'hygiène et de distanciation sociale et de protection avec les masques et tout. Mais on se retrouve dans une situation où tu ne sais pas où tu vas commencer. Est-ce que tu trouves quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, il dort à même le sol, qu'est-ce que tu fais? Le masque va lui servir à quoi? Hein? Mais néanmoins, on leur donne les masques. Et alors, il faudrait penser aussi à ces choses-là. Bon, quelques matelas qu'on peut leur donner. Bon, sur 200 personnes, tu as 20 matelas. Euh, bon, tu peux quand même essayer de sauver ce que tu peux sauver. Et à partir de la semaine qui commence, nous amorçons la région de Boya, la ville de Boya, où nous allons essayer de continuer notre travail sur le terrain. Et comme je disais, en gros, hein, le besoin est vraiment énorme. Le Cameroun se trouve dans une situation très critique
Et vu cette situation sur le terrain, c'est pour ça que nous avons initié au sein de Arshilf une action dénommée Diaspora Action Cameroun, qui appelle à toute la diaspora vraiment à faire quelque chose pour pouvoir aider dans cette situation de crise, exceptionnellement pour le COVID-19. Alors, il est initié et on a créé une plateforme où toute personne, toute autre organisation peut intégrer le projet, toute personne, toute autre organisation peut devenir partenaire. Moi, je me dis que il y a une multitude de cagnottes sur le net. Vraiment, quelle que soit la cagnotte dans laquelle vous participez, tout cela va sauver nos populations, tout cela va sauver des vies. Et j'appelle encore une fois de plus tout un chacun à contribuer quelque part. Alors, nous avons une situation où le Cameroun est vraiment très en danger. Nous avons constaté dans les villes que non seulement la maladie est par certaines personnes négligée ou alors niée, mais aussi nous avons constaté que certaines personnes, malgré leur volonté de vouloir éviter cette maladie, n'ont pas la possibilité de le faire. Et aussi, ce qui est encore plus grave, nous avons au Cameroun, selon le ministre Malachi, au total 9 centres de dépistage qui sont fonctionnels. Mais ce qui nous est rapporté, on nous dit oui, officiellement c'est ça, mais quand s'il arrive même que tu sois testé, les tests vont durer 2 semaines. C'est quand même déplorable que dans un hôpital, le personnel médical ait été en contact avec un patient COVID qui est alors décédé et que le personnel est testé et que 2 semaines durant, ce personnel n'ait pas le résultat de son dépistage. C'est un peu difficile. Et c'est pour cela que nous essayons d'œuvrer pour que vraiment ces tests au COVID au Cameroun soient vraiment massifs. Il faut que les gens soient testés pour pouvoir essayer de faire des confinements ciblés ou alors prendre des mesures thérapeutiques appropriées. Il y a certaines personnes, quand je parlais de négliger ou alors de nier la maladie, certaines personnes décèdent et ils disent non, notre parent n'a jamais eu le Covid. Son problème respiratoire existait depuis des années. Nous savons que les patients ayant déjà des antécédents pulmonaires sont les plus en danger s'ils sont atteints du Covid. Donc, les patients qui sont multimorbides, lorsqu'ils sont atteints du Covid, là, la maladie va chez eux. Ils sont vraiment très en danger et ils peuvent décéder très rapidement. Donc, c'est à peu près ça le problème sur le terrain. C'est à peu près ça la réalité. Et nous devons vraiment nous mettre tous ensemble pour pouvoir améliorer la situation, pour éviter un désastre. Merci, docteur. On vous souhaite encore beaucoup, beaucoup de courage dans tout ce que vous faites. Et cette aide que vous nécessitez d'apporter aux populations camerounaises. Alors, docteur, une autre question, c'est si j'ai bonne mémoire, il y a de cela pratiquement 2 jours, sinon c'était le 30 avril, que le gouvernement a annoncé des mesures de déconfinement. Je suis encore témoin qu'au début de cette pandémie, vous avez mentionné le fait qu'on pouvait laisser les bars ouverts, mais les transformer en vente emportée. Ça veut dire vous achetez et vous retournez chez vous consommer. Mais là, hier, il y a de cela 2 ou 3 jours, le gouvernement a pris la décision que les bars et tous les débits de boissons pouvaient rester ouverts au-delà de 18 heures. Comment est-ce que vous avez perçu cette décision et quels peuvent être les dangers?
Bon, j'ai lu cette communication du Premier ministre qui apparemment, si vous prenez le document, vous allez bien constater que le président de la République est souligné et en gros plusieurs fois. Ça veut dire que c'est sous ordre. Et je pense que il y a un confrère, un médecin, qui dit il n'y a pas une guerre contre le Covid, mais il n'y a pas une guerre, mais une crise sanitaire. En période de guerre, on suit des ordres et en période de crise, on concerte et on agit. Bon, ce communiqué qui regroupe au total 3 points. Moi, mon analyse est que nous avons là des mesures qui sont prises plus sur la base économique que sur la base médicale. Bon, je pars du fait que ces mesures sont prises en concertation avec des comités scientifiques du Cameroun et qu'ils ont fait des analyses plus approfondies. Cependant, je peux noter qu'il y a d'abord une incompréhension ou alors une petite contradiction entre le Premier ministre et le ministre de la Santé, puisque le même jour ou alors le lendemain, le ministre de la Santé fait son tweet où il mentionne « restez chez vous ». Mais, comme vous-même vous l'avez dit, il y a déconfinement au Cameroun. C'est comme ça que la note du Premier ministre a été prise. Donc, pour la population, des sont ouverts, les bus sont ouverts. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune règle à respecter. On ne doit plus faire il n'y a plus confinement. Toutes les règles sont levées. Ce n'est pas exactement le cas. Il s'agit d'une mesure économique. On aurait pu peut-être mieux préciser. Parce que même dans d'autres pays, ou alors, on peut respecter des règles de distanciation sociale, comme il a mentionné, respecter les règles de distanciation sociale et aussi le port obligatoire des cache-nez. Le port obligatoire des cache-nez, ça date déjà de quelques semaines, même si ce n'est pas contrôlé, même si ce n'est pas respecté. Alors, un bar qui ouvre peut dire que, bon, OK, par table, au lieu de 3 personnes, on met seulement une personne par table. Mais on a ouvert et c'était la fête pour tout le monde. Je disais tout à l'heure que c'est plus économique. Pourquoi? Parce que vous voyez que si les 13 mesures qui ont été prises, à ma connaissance, il n'y avait pas vraiment des mesures d'accompagnement pour permettre aux Camerounais de se confiner. Et c'est aussi difficile, dans une situation économique peut-être un peu précaire, de trouver des mesures valables ou alors des mesures vraiment d'accompagnement qui puissent être effectives, qui peuvent être efficaces. Parce qu'il n'y a pas, sûrement pas, je ne suis pas économiste, je ne connais pas l'état actuel, l'état économique du Cameroun pour savoir quelles sommes est-ce qu'ils peuvent mettre à la disposition de la population pour leur permettre de respecter ces mesures de confinement. Mais toujours est-il que chaque famille était obligée de subvenir à ses propres besoins d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que même ces mesures qui avaient été prises ne pouvaient pas être respectées. Et qu'on vienne maintenant et dire que, bon, OK, on ouvre les bars, on ouvre tout, et tout le monde se lance dans la rue, et puis ils boivent, et puis ils dansent sans pouvoir respecter n'importe quelle règle, rien, distanciation ou alors des masques. D'ailleurs que même dans le confinement, même avant, ils ne portaient pas ces masques d'une manière rigoureuse. La catastrophe se montre aussi au niveau des transports, puisqu'on dit que, bon, OK, au niveau des transports, toutes les barrières sont levées. Hein. Toutes les barrières sont levées. Ça veut dire que dans un bus maintenant, vous allez avoir un bus de 50 places qui va fonctionner comme avant. 50 places, on va mettre 55 personnes, 60 personnes, et puis ils vont commencer à circuler. Où seront les mesures de distanciation? Parce qu'on sait que même avec ces masques en tissu que nous avons, il faut toujours aussi respecter une certaine distance. Hein, puisque le masque là, ça ne protège pas à 100%.
Donc, ce n'est qu'une mesure parmi tant d'autres qui doivent être mises ensemble pour pouvoir apporter une protection optimale. Et euh, lorsque nous le disons, moi je l'avais dit la dernière fois, euh, euh, les premières mesures de fermeture des bars et des boîtes de nuit, les boîtes de nuit c'est OK. Bon, les fermetures des bars à 18 heures, ça veut dire que jusqu'à 18 heures, lorsque vous finissez, si vous travaillez peut-être jusqu'à 16 heures, il vous faut vous rattraper jusqu'à 18 heures parce que tu sais qu'à 18 heures, ça sera fermé. Donc, ils seront en masse. Moi, j'avais proposé, enfin, moi, ma conception, c'était qu'on on ne devrait faire que des ventes à emporter. Tu viens, tu es protégé, le boutiquier ou alors le vendeur, il est protégé, il te sert, tu t'en vas à la maison, tu t'assois avec ta famille et puis tu bois. Et là, ça aurait, d'après moi, été plus efficace que de demander de fermer à 18 heures. Et les marchés, entre-temps, il paraît que dans certaines villes, on a dû fermer des marchés peut-être temporairement ou des trucs comme ça, mais toutes ces mesures ne sont pas vraiment respectées. De l'autre côté, les scientifiques peuvent un peu, et ceux qui sont un peu plus, qui sont vraiment très imprégnés dans le traitement des patients du Covid, ils peuvent encore plus donner un avis plus approfondi là-dedans. Nous avons vu l'évolution de la maladie au Cameroun, même si les chiffres, d'après certaines sources, ne sont pas les chiffres réels, nous pouvons quand même observer que l'évolution pendant 4 semaines n'a pas été la même que dans d'autres pays pendant que le nombre de décès au moins n'a pas été la même que dans d'autres pays. Que si je prends l'exemple de l'Italie ou bien de la France, ça allait très croissant en peu de temps. Euh, pour dire que le Cameroun, en principe, avait eu la chance peut-être de prendre l'exemple ou bien l'expérience des autres pays qui avaient été attaqués bien avant par la maladie. Avant le Cameroun, les premiers cas, c'était vers je sais pas, le 15 mars, des trucs comme ça. Alors, on aurait pu prendre des mesures plus draconienne et éviter vraiment une propagation de la maladie pour pouvoir s'en sortir sans gros dégâts. Et si nous avons cette situation-là et que le Premier ministre ou alors le gouvernement juge que la maladie va un peu doucement et qu'on peut lever les mesures, je pense que c'est un peu dangereux. Parce que là, les premiers cas sont arrivés des pays de l'Italie, de la France et des trucs. Donc maintenant, c'est en train de se propager dans le Cameroun et on n'a pas encore atteint le pic. Et moi, je me dis que lorsqu'on n'a pas, d'après moi, c'est lorsque on devrait voir que le nombre de nouveaux infectés devait être en décroissance, qu'on pouvait lever ces mesures de confinement. Bon, toujours est-il que le Cameroun est l'un des pays subsahariens les plus touchés, avec le plus grand nombre d'infectés. Élever ces mesures, je pense que c'est un peu, c'est un peu tôt. Et aussi la perception, mais bien que ça ait été nuancé, la perception au niveau de la population est tout autre. Parce qu'il a précisé qu'il faut encore toujours continuer à respecter les mesures de distanciation, mais le Camerounais lambda, lui, comprend que bon, tout est en ordre, il n'y a plus le Covid, et puis il se met dans la rue comme avant, donc le taximan, il peut encore faire son surcharge comme avant, et ainsi de suite. Et dans la même note, vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup d'autres, je pense c'est 19 points, et tous les autres 19 points, c'est plus au niveau de l'économie et puis certaines taxes qui peuvent être réduites ou alors reportées ou alors des moratoires qui peuvent être comme ça. C'est pour cela que je dis que ces dernières mesures prises étaient plus économiques que ça.
Merci, docteur. Avant de continuer, il y a une question de Monsieur Hervé Meyou, l'un de nos fidèles téléspectateurs, qui dit: Bonsoir, docteur. Que pensez-vous des solutions thérapeutiques de Monseigneur Cléda, tradit praticien? Bon, disons que à ce que je sache, c'est des produits à base des produits naturels. Et Monseigneur Cléda, je pense que c'est quelqu'un qui est pratiquement tradit praticien, qui fait dans cette produit thérapeutique depuis longtemps. Et je pense qu'il a, d'après ce que j'ai suivi, il a eu à traiter des centaines de patients, mais seulement au niveau scientifique, il faudrait le comité scientifique camerounais se penche là-dessus et essaie d'étudier en profondeur. Il y a des bases en médecine, il y a des bases sur lesquelles on travaille, comme quels sont les patients qui ont été traités, combien de patients ont été traités, à quelle phase de la maladie est-ce qu'ils se trouvaient, et peut-être faire des trucs approfondis et qui peuvent nous être vraiment utiles. Je ne peux pas dire que oui, il a trouvé le médicament du Covid, ça serait un peu profane et trop tôt pour... Mais je ne saurais aussi, peut-être qu'il a peut-être une brèche et qu'il faudrait regarder en profondeur. C'est la même chose que nous avons à Madagascar. On parle beaucoup de ce produit, de l'artémisène, qui a des valeurs thérapeutiques vraiment apparemment valables et d'une manière ou d'une autre un peu démontrées au niveau du paludisme. Je pense que le produit, la mesure thérapeutique de Monseigneur Cléda devrait être vue en profondeur. Ça peut vraiment aider si ça s'avère qu'il y a un fond vraiment valable. Merci, docteur. Avant de aller du côté du Danemark, je crois de la Hollande, nous allons rencontrer Monsieur Fofi, software ingénieur, IT consultant et CEO fondateur de Djangola. Nous allons vous poser une dernière question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors, docteur, pour devenir docteur, vous avez prêté le serment, je ne sais pas comment ça s'appelle, sinon le serment d'aider. Il y a de cela pratiquement 2 jours où le professeur Maurice Kamto a fait des dons au gouvernement, hein, parce qu'il a constaté qu'il y avait certains manquements. Alors, mais ces dons ont été en partie, sinon, je vais dire, rejetés ou renvoyés du côté du ministre du MINAT. Comment est-ce que vous avez perçu ça? Vous qui savez qu'il faut aider et que les médecins et docteurs sont dans le besoin. Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est une question politique qui n'est pas un peu dans notre ligne éditoriale, mais nous sommes obligés de la poser vu que le coronavirus continue à faire des milliers de morts dans le monde. Le Cameroun également n'est point épargné. Bon, merci déjà de me donner la possibilité de répondre ou pas. Je vous avais dit, le médecin, quand il finit la formation, pour être médecin, il prête le serment d'Hippocrate. Bon, au Cameroun, le Covid-19 fait des ravages et la population a besoin d'aide, le personnel soignant a besoin d'aide. Et tout ce que je me dis, moi je me dis que si je suis dans une période de crise et une aide arrive, quelle que soit d'où elle arrive, c'est pour le peuple camerounais et puis on devrait le prendre. Mais comme vous l'avez mentionné, je pense qu'il y a plutôt d'autres considérations qui sont mises en avant que vraiment l'aide à la population ou bien la résolution de la crise. Et je ne veux pas... Mais d'après moi, ce matériel qui est vraiment un matériel valable et qui est très nécessaire et urgent pour le Cameroun, ce serait souhaitable que ce matériel
soit le plus tôt possible dans les hôpitaux et dans les structures sanitaires du Cameroun? Merci, docteur, d'avoir accepté répondre à cette question. Vous n'étiez pas obligé, mais nos téléspectateurs vont également apprécier. Je vais lire un peu les messages de nos internautes. Je remercie déjà Monsieur Evie Moyo qui me dit c'est le sermon d'Hippocrate. Merci comme ça à notre fidèle téléspectateur Evie Moyo. Et également Manfeu Cha qui dit c'était une grosse erreur de Monsieur, Madame Manamao Da de refuser ses dons. Bon, elle est du même avis que vous. Alors, on va aller du côté de la Hollande. Nous allons rencontrer Monsieur Fofi. Est-ce que vous êtes toujours en ligne? Oui. Alors, Monsieur Fofi, merci de continuer à rester connecté. Merci à édifier nos nombreux téléspectateurs dans le domaine de l'agriculture. Il y a un mot que vous avez mentionné dont je n'ai pas bien perçu le sens, c'est l'agritech. C'était ça si je ne me trompe pas. Tout à fait. Exactement. Comment est-ce que c'était la première fois que j'écoutais ce mot-là? C'est quoi exactement l'agritech? Alors, l'agritech, Agriculture. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'agritech, ça parle par exemple je veux dire, on parle de tout ce qui est numérique appliqué à l'agriculture ou à l'élevage. Aujourd'hui, on y voit par exemple les senseurs dans les différents, c'est ça, les sensors, c'est les capteurs, voilà, les capteurs en français, qu'on met peut-être dans les champs par exemple pour pouvoir savoir à distance quel est je dis quel est par exemple le sens du vent ou par exemple quelle est la composition du sol ou ce genre de choses. Ça intègre par exemple aussi l'usage des drones en agriculture pour faire la cartographie, soit des plantes, soit la cartographie des sols pour savoir si le sol est adapté pour une culture ou une autre, pour pouvoir comment je dis ça, calculer les superficies. Et voilà quoi. Donc c'est un peu ça l'agritech. C'est l'utilisation de la technologie et en général de numérique dans les domaines justement liés à l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, et ainsi de suite. Voilà. Monsieur Foufé, une autre question. Je vais faire apparaître tout à l'heure la photo sur votre écran. Vous avez le cycle. Vous avez un cycle vert, ça veut dire économique circulaire. Comment est-ce que ça fonctionne? Le temps que je trouve la photo pour nos téléspectateurs. Alors, ouais, nous avons fait, ouais, peut-être juste en passant, on a un site, on a un canal sur YouTube sur lequel on a décidé justement de mettre des contenus parce que il faut rappeler que Djangolo existe depuis 2016 et depuis 2016 en fait nous avons fait pas mal de choses. Nous avons créé une ferme pilote pour l'élevage de poulets. Nous avons créé une petite micro-entreprise qui s'occupait exclusivement du e-commerce et nous avons fait plusieurs activités. Donc nous avons lancé en fait ce canal parce que on a, je veux dire, avec le nombre de personnes croissant, on a pas mal de questions justement qui viennent du public et on s'est rendu compte qu'on a une très grande communauté de personnes qui souhaitent se lancer dans l'agribusiness de façon générale, mais qui malheureusement n'ont soit pas la connaissance qu'il faut, soit en fait sont des, entre guillemets, des traumatisés un peu des échecs de nos parents. Donc, il y a pas mal de personnes qui aujourd'hui comprennent la nécessité de pouvoir s'investir dans l'agribusiness, mais qui ont justement des limitations. Donc, ces personnes viennent vers nous et nous, justement, on a les données qui permettent de savoir ce qui se passe dans la chaîne de valeur, où est-ce qu'il y a les opportunités et où est-ce qu'il y a un besoin en termes de création d'entreprise. Donc, ayant donc ces différents éléments-là, on s'est dit qu'il fallait donc créer des contenus qui permettent aux différentes personnes, que ce soit les personnes qui sont déjà impliquées sur le terrain ou bien les personnes qui souhaitent
le devenir, on s'est donc dit qu'on va créer des contenus. Et l'un des contenus qu'on a créé récemment, justement, c'est un contenu sur l'économie circulaire. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre de l'économie circulaire, c'est que dans notre écosystème, on devrait pouvoir, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'agripreneur, comprendre l'impact que notre activité a, non seulement sur nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, mais sur les gens, sur les consommateurs. C'est-à-dire que si dans mon activité, je décide par exemple d'utiliser des produits chimiques pour faire du poulet ou bien pour faire ma tomate, ce que ça veut dire en fait aussi, c'est que je fais en même temps le choix de rendre mes consommateurs malades. OK? Et si je décide d'utiliser des produits chimiques qui viennent de l'extérieur, ça veut aussi dire en même temps que je fais le choix de prendre mon argent et de l'envoyer à l'extérieur. Parce que chaque fois que vous achetez un produit qui vient de l'extérieur, vous êtes en train de faire sortir des devises. Et en général, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on donne du travail aux gens qui font ce truc-là dans un autre pays. Donc, maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait rien importer ou bien, voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est dommage qu'on soit dans une situation où on importe de l'engrais chimique. Pendant ce temps, on a une tonne d'ordures, en fait, qu'on a dans nos villes qui peuvent servir d'une certaine façon, peut-être pas à combler tout le besoin, mais à créer non seulement des emplois. Donc, imaginez des jeunes qui peuvent se mettre à travailler à la création ou bien à la composition, en fait, du compost et qui est et en fait, ce compost pourrait être d'une grande utilité auprès des producteurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a plus de 80% des producteurs qui utilisent des engrais chimiques, non pas parce qu'ils ne peuvent pas utiliser, non pas parce qu'ils ne peuvent pas utiliser les engrais biologiques, mais parce que en fait, l'accès n'est pas facile. Donc, on a dans cette chaîne de valeur dans laquelle il y a des gens qui auraient pu se lancer et faire leur business dans la création, la création d'entreprises qui font dans les engrais organiques, en fait, mais qui ne le font pas. Donc, le cercle, en fait, qu'il y a sur l'image, justement, ça image un peu ce que je viens de raconter. C'est-à-dire qu'on a un éleveur qui produit et qui va donner ses poulets dans un restaurant. Et le restaurant, au lieu de prendre ses ordures, il est déposé sur la route, comme ça se fait, je dis, ou bien quand je dis sur la route, c'est une façon de parler, mais les mettre dans une poubelle et finalement, ça va se retrouver dans nos rigoles et tout, peut en fait les remettre à un jeune qui se lance dans la composition de compost. Et celui-là va pouvoir gérer tous les déchets d'un restaurant, les déchets organiques bien entendu, et pouvoir les remettre, les vendre en fait à un agriculteur. Et on crée ainsi une chaîne qui permet justement à notre argent, à notre économie, de tourner de façon efficace en interne. Parce que si on fait par exemple cette chaîne-là en interne, ce qui va se passer, c'est que on aura plusieurs jeunes qui vont davantage se mettre dans la création de compost. Ça va régler d'autres problèmes parce que plus il y aura de jeunes qui vont faire du compost et qui vont comprendre la richesse qu'il y a dans les ordures ménagères en fait qu'on a dans nos différentes villes et surtout Douala Yaoundé, ceux-ci vont comprendre effectivement qu'il y a de l'argent. Quand ils vont comprendre donc qu'il y a cet argent-là, il y en aura davantage. Et plus il y en aura, plus la chaîne de valeur de la production d'engrais pour les agriculteurs en fait va se développer. Et ce sera un autre avantage. Et c'est un des moyens, par exemple, pour réduire les importations en termes d'engrais. Donc, c'est juste cette image, en fait, a été utilisée dans cette édition de notre chaîne, sur notre chaîne YouTube pour illustrer, en fait, le concept. Mais ce concept peut s'appliquer à tellement d'autres choses, que ce soit aux producteurs de porc, que ce soit je sais pas moi, penser au maïs ou bien à tous les autres produits, en fait. Ça s'applique effectivement et c'est totalement un autre avantage parce que non seulement on crée les emplois, mais en fait on crée des richesses en fait localement. Ah, merci, Monsieur Fofi. On rappelle à nos différents téléspectateurs que la plateforme Djangolo est une plateforme qui vous offre cette opportunité-là de rencontrer des agriculteurs
des gens dans le secteur de l'agriculture où vendre vos produits, éleveurs, restaurants, composteurs et tout ce qui va avec. Alors, Monsieur Fofi, une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous vérifiez la fiabilité des structures, sinon des personnes qui adhèrent à votre plateforme? Euh, on va dire que la Cour, la raison, c'est-à-dire ce qu'on va dire en fait, c'est que on le fait. Il y a 3 niveaux de validation, d'accord? Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de créer une base de données. Et la base de données qu'on veut créer, c'est une base de données qui donne en fait, qui renseigne sur ce qui existe, n'est-ce pas? Et là, on est tenté justement, pour répondre à cette question, on est tenté de se demander si tous ceux qui ont des entreprises au Cameroun sont des personnes sérieuses. Bon, peut-être pas sérieuses, mais sont des personnes validées. OK? Donc, si on va sur cette base en se disant que toutes les entreprises qui existent sont des entreprises sérieuses, bah, c'est que c'est ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de référencer justement toutes les entreprises qui existent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Okay? La réalité sur le terrain, c'est que on est dans un écosystème. Donc, nos entreprises ne vont pas se comporter différemment du pays, quoi. Okay? Donc, si on est dans un écosystème où la corruption est un standard, c'est évident qu'on aura un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas très regardantes sur la transparence, par exemple. Donc, ce que nous, on est en train de faire, justement, c'est de pouvoir d'abord référencer toutes les entreprises, et c'est ce qu'on est en train de faire. Je rappelle que chaque entreprise a la possibilité de se référencer elle-même. OK? Donc, déjà, vous avez la possibilité d'être là, vous n'avez pas besoin de payer ou quoi que ce soit. Chaque entreprise qui est dans la chaîne de valeur a la possibilité de créer son compte gratuitement. Maintenant, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, maintenant, on a le premier niveau de filtre qui nous permet de contacter les entreprises, vérifier qu'elles existent justement, véritablement, et dans certains cas, on essaye d'entrer en contact avec celles-là. Bon, bien entendu, nous sommes une start-up, nous sommes une petite entreprise, on n'a pas le budget, le data en milliards qui permet peut-être de couvrir tout le Cameroun pour faire un certain nombre de choses. Donc, on essaye de mettre, en restant sur un business model qui nous permet d'exister, on a mis sur pied un mécanisme qui permet justement de valider et de certifier en fait les différentes entreprises et de façon générale les différents producteurs qui sont sur la plateforme. Donc, c'est ce qui est en train de se faire et je crois que d'ici le mois de juin, on va lancer un programme justement de certification qui va ranger les gens. Mais on n'est véritablement pas dans une logique de dire que si vous n'êtes pas ISO, je sais pas moi quoi, vous n'êtes pas sur la plateforme. Parce que la réalité, c'est que les gens qu'on veut aider, c'est les petits agriculteurs, les petits producteurs. Bon, quand je dis, c'est pas exclusivement les petits, mais on veut pouvoir accompagner justement ces petits agriculteurs-là. Et l'une de nos tâches, effectivement, c'est de les sortir de l'informel pour les ramener progressivement dans le formel. Et je crois que c'est dans ce sens, on soutient un peu les activités justement du gouvernement pour ramener ces différentes personnes pour, une fois qu'elles sont sur la plateforme, qu'on puisse plus facilement leur donner les informations qui sont nécessaires pour que soit elles se professionnalisent et aussi leur donner les opportunités en les connectant avec les partenaires qui sont adaptés pour que non seulement elles puissent avoir suffisamment d'argent pour effectivement faire la transformation. Donc oui, la validation, le processus de validation, nous l'avons défini et nous le suivons de façon claire, mais toujours est-il qu'on va passer on va graduellement, quoi. Et puis, la consigne, bien entendu, maintenant, c'est que n'allez pas juste sur la plateforme et puis essayer de prendre la première personne et vous allez lui donner votre capital, quoi. Donc, il y a toujours, on est dans un écosystème, il faut tenir compte des réalités de notre écosystème. Il faut toujours prendre le temps de pouvoir, ouais, challenger dans tous les cas les offres qui vous sont faites, en fait. Merci. Une autre question. Tout à l'heure, vous avez mentionné remettre son capital à n'importe qui. Est-ce que sur la plateforme Djangolo, vous contrôlez les transactions? Ça veut dire, je viens de m'inscrire, je suis éleveur de poulet, j'ai trouvé un acheteur grâce naturellement à votre plateforme qui se trouve du côté de Douala. Est-ce que vous assurez là comment je vais appeler ça, la transition
Est-ce que vous contrôlez les affaires qui se gèrent entre les deux parties? Alors, oui et non. Non, parce qu'aujourd'hui, on a un ensemble de services automatisés. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous allez sur le site Internet et vous décidez, par exemple, de faire une publication, c'est-à-dire vous avez du poulet, vous décidez de publier votre poulet pour dire que je suis à Yassa, par exemple, et je veux dire Yassa, un quartier de Douala, et j'ai 1000 poulets que je vends à 1500 francs le kilo. Donc, quand vous publiez votre annonce, automatiquement, il y a un ensemble de choses qui se mettent, qui se déploient en fait, quoi. Donc, euh, et quand vous publiez, automatiquement, votre numéro est à la disposition de tous les acheteurs de poulets. Donc, tout acheteur de poulet a la possibilité de vous contacter et de dire, OK, j'ai vu votre annonce et je voudrais acheter vos poulets. Et par exemple, je suis à Douala, je suis à Yaoundé, et ainsi de suite. Donc, nous, on donne la possibilité, en mettant les différents acteurs en contact, de faire leur deal, d'acheminer leur deal entre eux et sans que nous n'intervenions d'une certaine façon. Parce que c'est ça la plateforme. L'idée, c'est de permettre que les gens puissent rapidement trouver leur partenaire. Maintenant, de l'autre côté, il y a justement le besoin de, de suivre la transaction. Et nous, je vais dire que l'ambition de l'entreprise, c'est de faire que ces transactions, dans un avenir proche, puissent se faire sur la plateforme et, par exemple, que les contrats électroniques puissent être automatiquement générés, que, par exemple, les transactions financières puissent se faire directement là et que l'acheteur, en restant chez lui, puisse directement passer la commande et nous, on gère la transaction, on gère complètement la transaction. Mais ça va se faire de façon graduelle. Mais aujourd'hui, on a ce processus qui est en train de se faire de façon manuelle pour un petit nombre, parce qu'on est en train de tester d'abord avec un petit nombre pour voir comment est-ce que ça se fait. Et une fois qu'on a optimisé le processus, on a validé la faisabilité, on va l'automatiser et on va le mettre en public, en fait, pour le site. Mais aujourd'hui, si vous allez sur le site Internet et en fait, on vous met juste en contact. Il n'y a pas de bouton qui vous dit payer ici pour faire ceci et ainsi de suite. Donc, par contre, on a des options de paiement actuellement sur le site qui permettent, par exemple, de faire que si vous voulez acheter 20 poulets, par exemple, à un grossiste particulier, vous pouvez mettre les 20 poulets dans votre panier et passer la commande. Mais quand vous passez la commande, ce qui se passe derrière, c'est que nous travaillons avec avec un réseau d'entreprises qui font de la livraison à domicile. OK? Donc, et c'est plus dans le B2C, en fait, qu'aujourd'hui, on donne la possibilité aux consommateurs de pouvoir commander en ligne. Mais le côté B2B que vous mentionnez, en fait, tout à l'heure, en fait, il n'est pas encore automatisé et on met juste les restaurants en contact avec les vendeurs, les producteurs, en fait, quoi. Et comme ça, ils peuvent se rencontrer ensemble et puis valider selon leurs conditions. Alors, et cette plateforme, c'est uniquement pour des personnes résidant au Cameroun ou ça s'en va, ou ça s'étend au niveau international? Alors, il faut rappeler que Djangolo, en fait, on existe depuis 2016, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Et puis, le Cameroun, c'est un peu notre espace de test, en fait. On va dire ça comme ça. Donc, on teste, en fait, tout ce qu'on a à faire sur le Cameroun. Et notre plan, en fait, c'est de s'étaler sur toute l'Afrique centrale d'ici la fin de l'année prochaine et aller au-delà, découvrir l'Afrique après. Donc, nous, on a une ambition continentale, sinon mondiale. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que notre focus est véritablement sur le Cameroun. On essaye de cartographier et de référencer tout ce qui se trouve au Cameroun dans l'agribusiness. Des intrants, je crois que j'ai un graphe justement qui montre un peu ça, parce que la chaîne de valeur a 5 segments. On a les intrants, on a la production, on a la post-production, le marketing, et puis la consommation. Et dans chacun de ces segments, il y a des métiers complètement différents. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est justement de cartographier et de référencer tous les différents acteurs de tous ces différents segments. Et une fois que c'est fait, en fait, on va essayer de se focaliser sur d'autres choses. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on constate que pratiquement entre 20 et 25% des personnes qui viennent sur Djangolo sont des personnes, en fait, qui sont en Europe
et qui souhaitent acheter des produits directement aux producteurs et les vendre en Europe. Par exemple, je crois que le bâton de manioc, c'est l'un des produits les plus prisés en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on a des gens dans la diaspora qui ont peut-être soit des shops, soit des réseaux en tout cas pour écouler leurs produits dans des afro-shops, en fait, qui passent des commandes, qui veulent entrer avec des producteurs au Cameroun, des gens qui font du bâton de manioc. Et ces personnes qui font donc du bâton de manioc, en fait, ils ont besoin d'avoir les contacts des personnes qui ont des plantations de manioc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on les interconnecte. Donc, pour répondre à votre question, donc, on a une grande partie de personnes localement qui essaient de travailler et c'est notre focus actuellement. Mais on est quand même en train de répondre à une certaine demande des Camerounais qui sont dans la diaspora et qui veulent justement accéder à la matière première ou bien à un certain type de produits qui passent. Voilà, on a par exemple les bâtons de manioc, on a des prunes, on a pas mal de produits en fait comme ça. Donc ça, c'est côté B2B. Exactement, le ndolé et puis les arachides, les épices aussi. Voilà, c'est des produits qui passent qui passent pas mal. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on a un deuxième groupe de personnes dans la diaspora qui généralement font des courses pour leur famille au pays. Donc des gens, par exemple, qui vont dire, OK, j'ai ma maman qui est, je sais pas, à Bonamoussadi, et puis je voudrais, par exemple, qu'elle soit livrée chaque semaine, je sais pas moi, je lui fais un panier de 20 000, de 30 000, et qu'elle puisse avoir, par exemple, du plantain frais ou un certain nombre de choses. Et en général, donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette commande et on connecte à un réseau, justement, de livreurs. Parce que notre objectif, c'est justement de mettre un écosystème, de mettre l'infrastructure qui permet à tous ces jeunes qui n'ont pas d'emploi, de pouvoir lancer leur propre business de livraison de produits à domicile. Donc, et ça, c'est le deuxième groupe, en fait, de Camerounais de la diaspora qui utilisent la plateforme, en fait, pour faire, pour résoudre, pour résoudre leurs problèmes ou bien réaliser leurs souhaits. Voilà. Ok, merci monsieur. Une autre question. Dans ce grand, fabuleux et beau projet, ce projet qui regroupe plusieurs agriculteurs déjà, est-ce que vous êtes entré en contact avec le ministère de l'Agriculture qui, je crois, a assez de données pour mettre à votre disposition afin de soutenir? Sinon, est-ce que le ministère de l'Agriculture, vous les avez approchés? Est-ce qu'ils sont prêts à soutenir ce grand projet? Bon, ce que je veux dire, c'est que d'entrée de jeu, hein, ce que j'ai envie de dire, c'est que si le pays, bon, et là je ne suis pas en train de tirer sur qui que ce soit, je pense juste que si le pays avait l'infrastructure qu'il y a par exemple en Hollande, ici où je vis, en d'autres termes, ce que je fais avec Django au Cameroun, c'est ce que le gouvernement néerlandais fait ici en Hollande. C'est-à-dire que ils ont peut-être pas ils n'ont pas une plateforme publique comme la mienne, mais ils ont une plateforme en fait qui référence tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et si aujourd'hui je décide de lancer un business ici en Hollande dans la chaîne de valeur agribusiness, en 15 minutes, j'ai toutes les informations qu'il me faut sur toute la chaîne de valeur, sur tout le pays, sur toute la Hollande. Donc, le problème, justement, au niveau du Cameroun, c'est que il y a même en fait des informations, parce que depuis que je commence un peu à rechercher, je vois qu'il y a des informations qui sont justement intéressantes, mais c'est un problème d'accès à l'information. Il y a un problème d'accès à cette information. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, je vais dire que je lance le projet, en fait, avec un certain nombre d'amis, justement, parce qu'il y a un vide, d'accord? Donc, s'il y avait une plateforme qui existait comme ça, c'est le problème probablement on a peut-être lancé autre chose, d'accord? Donc, s'il y a ce vide, c'est parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se font. Alors, à ce moment, on a deux options, n'est-ce pas? Soit on se dit, comment est-ce qu'on fait pour que le gouvernement fasse ce qu'il est supposé faire? Bon, ça, c'est une voie. Et dans ce cas, se rapprocher du gouvernement, essayer de faire un certain nombre de choses. Soit se dire que, bon, il n'y a personne qui fait ça, je mets la main à la pâte et puis j'avance. Point barre. Donc, nous sommes partis plutôt sur cette deuxième approche. Et effectivement, à un certain moment, quand on a atteint, je crois, 10 000 agriculteurs sur notre plateforme, on s'est effectivement rapproché de la délégation pour dire, OK, voilà, nous, on a une plateforme qui fait ci, et puis, bon, éventuellement, on pourrait voir dans quelle mesure
ouais, coopérer ou collaborer. Mais je ne veux pas tirer sur qui que ce soit, mais je veux dire, on connaît notre pays, donc ça prend du temps souvent pour être écouté. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne va pas mettre d'énergie à essayer de défoncer une porte voilà, qui définitivement ne veut pas être ouverte, quoi. Donc, et du coup, pour nous, ce qu'on a fait, c'est dire, OK, on avance, on continue à avancer. Et puis, bon, quand on sera suffisamment gros pour que le gouvernement nous voit, bah, on va travailler ensemble. Et pour la petite histoire, en fait, nous étions au Salon de l'agriculture en France en février, je crois en février dernier. Et ouais, on a remarqué, par exemple, en fait, j'y vais chaque année depuis presque 6 années. Donc, et c'est effectivement dommage que le Cameroun, par exemple, n'y soit pas. Donc, avec un compatriote, Flavien Kwacha, on a essayé justement de, de tout faire pour être là. Donc, on a représenté de façon non officielle le Cameroun. Mais notre ambition, c'est de faire que dans les années à venir, que le Cameroun soit franchement représenté. Donc, après notre passage là-bas, et surtout que notre stand a été visité par le président Macron, par exemple, à qui on a pu présenter à la fois Djangolo et Save Our Agriculture, nous, quand nous sommes revenus de là, on a fait un rapport qu'on a déposé justement dans 3 ministères, je crois. Voilà, en fait, je ne vais pas citer, voilà, dans les ministères justement de tutelle et même au ministère des télécoms, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc c'est ce que nous on peut faire de notre côté, de correspondre. Et maintenant, on attend. Je rappelle même que on n'a pas seulement fait que de communiquer en tant que Djangolo, parce que avec 3 autres startups dans l'agri-tech au Cameroun, on a créé une association. On a créé une association Mwemba, en fait, qui est une association des entreprises d'agri-tech au Cameroun. Et c'est au nom de cette association qu'on s'est rapproché des différents ministères, justement, pour faire le truc. Mais voilà, il y a pas mal de startups qui meurent en attendant que le gouvernement ait leur temps, ok, se rapproche un peu d'eux pour voir ce qu'on peut faire pour ces entreprises-là. Bah, nous, on a choisi de foncer et de faire ce qu'on a à faire. Maintenant, s'il y a un moment, le gouvernement décide d'avoir notre temps, comme on dit au pays, bah, nous sommes disposés à travailler avec le gouvernement. Sauf qu'actuellement, c'est juste trop complexe d'essayer d'impliquer le gouvernement dans quel que ce soit, quelques projets que ce soit, en fait, pour nous. Et on n'a pas, n'ayant pas assez d'énergie, n'ayant déjà pas assez de moyens, on s'est dit qu'on ne va pas perdre l'énergie à essayer de se faire connaître par le gouvernement, quoi. Alors, merci, c'était Monsieur Fofé, Madame, Monsieur. On vous rappelle que vous êtes dans cette émission Diaspo Sciences et Tech, une émission qui a été mise sur pied par la VKEI, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais d'Allemagne, et réalisée avec le concours de Billy Prod TFAO. Nous allons retourner du côté de Berlin où nous avons notre correspondant en ligne, c'est le docteur Alain Kento, membre de la Camfomédic, président fondateur de l'association Arts Hilfe, qui est très engagé au Cameroun présentement, naturellement dû à cette pandémie. Alors, docteur, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis encore là. Je tiens une fois de plus à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. C'est ce matin que je vous ai appelé et du coup, comme de manière spontanée, vous avez répondu présent, apporter votre soutien, continuer à soutenir les Camerounais de la diaspora et du Cameroun. Alors, docteur, on sait que vous étiez actif dans le NOZO, on sait que vous êtes actif, vous continuez à être actif dans plusieurs régions du Cameroun. Vous allez m'excuser parce que ma fille est en train de faire du bruit, ce qui est en train de me déranger un Ah, peu à l'écran. ah, Bon, alors, docteur, tout à l'heure, vous avez parlé des chiffres. Est-ce que, bon, on sait que les chiffres qui ont été comme ça donnés par le gouvernement ne sont pas tout à fait vrais. Est-ce, comment est-ce que vous appréciez ces chiffres? Est-ce que vous croyez que c'était, tout à l'heure vous avez mentionné que ce n'était pas une bonne raison déjà de, ouais, ouais, s'il te plaît, pardon, d'aller dans le déconfinement? Désolé à tous nos téléspectateurs qui nous regardent.
Bon, elle est en train de tirer mon pied, mais je crois que ça va aller. Ok, elle est sortie. Alors, le problème est résolu. Alors, docteur, comment est-ce que vous appréciez déjà les chiffres qui sont donnés? Parce qu'on a l'impression qu'avec ces chiffres, à un moment donné, le ministre a décidé de ne plus donner les chiffres au public camerounais. Quelle était la raison et est-ce que ça a aidé? Je ne sais pas. Bon, disons que en ce qui concerne les chiffres, je n'ai aucun argument, je n'ai aucune autre statistique pour confirmer ou alors infirmer ces chiffres-là, ce qui fait que les chiffres que nous voyons tous, que nous recevons tous, c'est à ces chiffres que nous pouvons nous baser pour analyser quoi que ce soit. Tant il est vrai que il y a souvent des petits manquements, qu'on peut se demander, bon, combien de personnes ont été même réellement testées et quelles sont les personnes qui ont été testées, qui ont été testées. Est-ce que c'était des personnes qui présentaient des symptômes ou alors des personnes qui déclaraient avoir eu des contacts avec des personnes testées positivement, ou alors c'était des sujets sains qui avaient juste la peur d'être atteints du Covid. Ça, c'est beaucoup de paramètres qui devraient être pris en compte pour croire ou alors ne pas croire à ces chiffres-là. Bon, comme je dis, tout ça au Cameroun, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut se fier d'une manière officielle qu'à ces chiffres-là. Bon, tant il est vrai qu'on a des personnes qu'on dit, bon, ils ont présenté tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, et chacun dit, oui, c'était les symptômes typiques du Covid et il est décédé sans même arriver à l'hôpital. Ça veut dire qu'il n'était pas testé. Et certaines vont partir de ces ondes-ci, si je peux les appeler ainsi, pour vous dire que les chiffres sont biaisés ou bien les chiffres ne sont pas vrais. Bon, moi, je pars du fait que le ministre se fie aux personnes qui sont testées et qui sont soit hospitalisées d'une manière ou d'une autre. Bon, donc vraiment, pour que je vous dise ici que les chiffres sont faux ou bien les chiffres sont vrais, je n'ai pas vraiment qualité ou alors je n'ai aucune base pour vous dire chiffres. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on se tient à ces chiffres, les chiffres officiels pour déclarer quoi que ce soit. Alors, docteur, je tiens déjà à vous rappeler, vous qui résidez en Allemagne, que l'Allemagne qui a naturellement chaque jour, chaque minute, à chaque instant annoncé les chiffres des contaminés, des décédés, ils ont, dans les dernières nouvelles, dit que ces chiffres sont nettement élevés, qu'on peut les multiplier par 3 des contaminés, vu que tout le monde n'a pas été testé. Donc, je crois que ça devait être pareil au Cameroun. Notre téléspectateur, Madame Manfeu Tcha, dit les collègues sur place et dans les plateformes des médecins sur place font état des chiffres bien plus élevés. Bon, ce qui est sûr, comme partout, tout le monde n'a pas été testé. Alors, docteur, vous n'êtes pas morguier, mais il y a une question qui me trouble un peu. Vous qui êtes médecin, en Allemagne, sinon en Europe, ils procèdent régulièrement avec l'incinération des corps pour des personnes qui sont décédées. Au Cameroun, ces corps ne sont pas rendus aux familles, ils sont directement enterrés. Dans notre jargon traditionnel, comment est-ce que on vit ça, de savoir qu'on a un parent qui ne sera pas enterré à la maison, mais plutôt dans une autre ville? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen qu'on peut mettre sur pied afin que ce corps arrive au village? Je pense que ces mesures-là ces mesures-là sont prises pour la protection des familles et tout, et aussi notre culture, pour nos parents, pour nos familles, c'est un traumatisme pratiquement, parce que nous savons même lorsque une famille
dans la diaspora, même s'ils décèdent, quelle que soit la douleur, ils font tout, quels que soient les moyens réduits, ils font tout pour récupérer le corps. Donc, comme on dit chez nous, le corps doit absolument rentrer au village. Alors, pour ces corps qui sont enterrés ailleurs, pour nos familles, pour les Camerounais, c'est un traumatisme pour ceux qui ont l'habitude de dire que, bon, OK, on doit enterrer chacun dans son village. C'est un traumatisme. Bon, pour les mesures qui peuvent être prises, je ne peux vraiment pas, je n'ai pas vraiment qualité ou bien je ne peux vraiment pas proposer des mesures vraiment adéquates. Ben, ce qui est sûr, c'est que ces choses-là ont déjà créé tellement de scandales au Cameroun qu'on ne sait même plus comment interpréter. Parce que d'un côté, vous avez certaines personnes qui sont enterrées, la famille laisse faire. Il y a d'autres qui où les familles et puis on leur remet le corps sans aucun moyen, sans aucune mesure de protection. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est un peu, je ne veux pas dire désordonné, mais bon, il y a il y a toute une amalgame. C'est difficile de suivre une ligne vraiment claire. Mais moi, je pense que si on prenait des mesures vraiment assez de protection, assez approfondies, assez claires, il y aurait peut-être la possibilité de remettre ces corps aux familles. Mais ça serait aussi dangereux car on ne sait pas ce que les familles peut-être pourraient en faire. S'ils peuvent encore dépouiller ou bien je ne sais pas quoi, à moins que ça ne soit escorté. Et est-ce qu'il y a les moyens pour escorter tout corps toute personne qui est décédée, est-ce qu'il y a des moyens pour les escorter à leur dernière demeure? Bon, c'est difficile. Merci docteur. On rappelle aux téléspectateurs que dans l'une de nos éditions, de nos prochaines éditions, nous allons faire appel à des personnes qui sont plus édifiées dans le domaine, des personnes qui ont des compétences pour nous dire si c'est possible. Par exemple, quand je prends le jargon traditionnel bamileke où il faut retirer le crâne après, est-ce que le virus continuera à vivre ou sera déjà décédé? Ce sont des questions qu'il faudra se poser. Alors, docteur, vous qui êtes au Cameroun, sinon votre équipe qui est au Cameroun, qui travaille jour et nuit pour édifier davantage les Camerounais, vous qui travaillez jour et nuit pour apporter votre soutien aux nombreux Camerounais qui souffrent de la pandémie, aux collègues comme vous, est-ce que vous avez un mot à passer à ces médecins-là, docteurs, qui sont en première ligne et qui n'ont pas, je veux dire, assez de matériel? Quel conseil pourriez-vous passer à leur endroit? Tout ce que je peux appeler aux collègues, tout en saluant leur engagement de tous les collègues qui sont au front, et comme dans une guerre, ils doivent être au front, ils sont au front. Moi, je leur souhaite vraiment seulement beaucoup de courage et beaucoup de prudence et qu'ils prennent pour eux personnellement d'abord des mesures fermes, des mesures de protection avant de s'engager dans cette lutte et de continuer à se battre pour nos populations. Ils vont prendre des mesures de protection, naturellement, pour se protéger davantage, malgré le manque de matériel. On a Raon, l'un de nos fidèles téléspectateurs, qui nous dit que le Premier ministre n'a pas refusé les dons du professeur Maurice Kamto, sinon celles de l'association illégale. Ça, c'est un autre débat. Et je crois que, comme vous l'avez dit, en temps de guerre, peu importe d'où l'air devient, on prend et on sauve nos compatriotes. Et le reste, on verra après. Alors, docteur, un mot de sortir dans cette émission. Est-ce que vous avez un mot comme ça à passer aux différents Camerounais qui nous regardent? Oui, à tous les Camerounais qui nous regardent, moi, je souhaite seulement le meilleur pour notre pays et j'appelle tout un chacun, que ce soit de la diaspora ou alors d'outre-mer, de n'importe où, de s'engager d'une manière ou d'une autre à supporter, à aider notre pays, à aider nos confrères qui sont au front, à contribuer pour la protection de nos populations et surtout du personnel soignant
qui est largement exposé, et pour tous ceux qui sont de la diaspora, du possible, à notre nouvelle action Diaspora Action Cameroun contre le Covid-19 que nous avons mis sur pied il y a de cela environ une semaine. Et devenez partenaire, nous offrirons aussi en collaboration avec nos confrères du Cameroun une plateforme où les patients ou alors la population pourrait prendre des conseils, ou alors là où les spécialistes du domaine dans le traitement du Covid pourront échanger leurs expériences, parce que là, sur cette plateforme, il y aura des spécialistes, il y aura un comité scientifique, il y aura un comité médical, ceux qui sont vraiment imprégnés en Europe dans le traitement, dans la prise en charge de ces patientes atteintes du Covid. Ils seront là et ils pourront échanger sur les mesures peut-être à prendre, sur les mesures thérapeutiques ou alors sur les mesures de protection. Et je ne peux qu'appeler tout le monde à à ce programme d'action et de contribuer et de nous rejoindre. En ce qui concerne nos populations au Cameroun, je demande et je conseille à toute la population de continuer absolument à respecter les mesures de distanciation. Même si les bars sont ouverts, c'est mieux de prendre sa bière et d'aller boire à la maison. Faites le marché, ne sortez pas de la maison sans votre masque de protection. Respecter les mesures de distanciation sociale. Le mal n'est pas encore vaincu, et il nous faut continuer absolument à œuvrer pour cela. Merci. Merci, docteur. Nous allons aller du côté de la Hollande où M. Fofi nous attend et est resté connecté. Alors, M. Fofi, vous êtes en ligne? Oui, oui. Ça, oui. Alors, M. Fofi, j'espère que nous avons élaboré de manière très brave tous les compartiments de cette grande start-up que vous avez mise sur pied, avec pour objectif principal de réunir tous les agriculteurs et consommateurs camerounais afin que ceux-ci puissent envoyer leurs produits de A à B, puissent s'édifier davantage quand, en quelle période, comment ils pourront naturellement travailler, ils pourront naturellement cultiver ou faire circuler leurs produits. Alors, M. Fofi, est-ce que vous avez un dernier mot comme ça avant de sortir à l'endroit des Camerounais, sinon des secteurs, des coins sur lesquels nous n'avons pas eu à échanger? Ouais, disons que peut-être le petit partage d'expérience que je peux donner ici, c'est le fait que sur les 4 dernières années, nous avons justement constaté que pas mal de Camerounais, en fait, souhaitent véritablement entreprendre dans l'agribusiness. Il y a pas mal d'erreurs que certains d'entre eux font. Et c'est des erreurs, en fait, qu'on peut facilement éviter dès le départ, si justement on prend le temps d'aller à la bonne adresse. Donc, je voudrais partager peut-être 2 ou 3 astuces qui sont parmi les erreurs que les gens font très souvent, quoi, et surtout les personnes de la diaspora. Ouais. Donc, la première astuce, c'est que généralement, quand les gens sont... Alors, il y a pas mal de personnes qui partent de l'Europe, peut-être parce qu'ils ont eu un accès à un crédit ou un certain nombre de choses. Ils se lancent directement sur des projets très grands, très larges, je veux dire, d'immenses projets. Dans l'agriculture, par exemple, on a des personnes qui vont peut-être se mettre à faire du 50 hectares je sais pas, de plantains en une fois, dès la première fois. Alors, l'astuce ici, c'est de dire que je recommande à toutes les personnes qui veulent se lancer justement dans ces projets-là de toujours commencer petit. Même si vous avez 100 hectares de terrain, il faut savoir que la gestion d'un projet agribusiness n'est pas... l'argent, c'est juste un facteur dans ce... Donc, prenez du temps justement pour avancer petit et le temps de comprendre véritablement ce qui se passe avant d'avancer.
Le deuxième, voilà, je dis la deuxième astuce, c'est justement d'éviter d'essayer de faire soi-même tout. Surtout si vous voulez faire si vous voulez avoir un projet professionnel. N'essayez pas d'appeler un petit du village qui savait comment on fait, comment est-ce qu'on élève les poulets ou bien comment est-ce qu'on élève les porcs. Non, n'essayez pas de faire ça. Essayez de rentrer en contact. Et justement, nous, on a fait le travail pour vous. Allez sur Djangolo, recherchez en fait les entreprises qui font dans le conseil et prenez le temps de vraiment et éventuellement formez-vous. Parce que toutes ces entreprises vous offrent la possibilité de vous former. Et il y a plusieurs niveaux de formation. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez former les personnes qui vont travailler dans votre entreprise, mais vous pouvez vous former vous-même au niveau en fait du management, de la gestion de ce type de projet. Donc, ça, c'est les deux erreurs vraiment, ouais, les erreurs standards que la majorité en fait des porteurs de projets, et même au Cameroun, on a des cadres dans des grandes entreprises qui, parce qu'ils ont eu une entrée soudaine, ou bien parce qu'ils ont fait leurs économies sur 5-10 années, essaient de lancer un programme d'usine une fois et tout. Donc, ce sera, mais ouais, on va dire que je partagerai justement ces deux astuces-là. Commencez petit et puis rapprochez-vous des professionnels. Il y a des personnes qui sont des professionnels dans chacun des domaines. Nous devons maximiser les succès dans le domaine de l'agribusiness et nous, on est sur le terrain justement pour vous aider à faire le moins d'erreurs possible et si possible, ne pas faire d'erreurs. N'essayez pas de réinventer la roue. On a mis tout ce qu'il faut pour vous, pour démarrer, pour bien commencer. Les entreprises qui font les formations, qui offrent des intrants, qui vendent des intrants et qui offrent l'accompagnement sont sur le site. En une minute, vous les trouvez. Si vous ne les trouvez pas, contactez-nous et puis on vous donne de bons contacts, quoi. Parce que plus on aura des personnes qui vont investir dans l'agribusiness, plus on aura du travail pour nos jeunes, plus notre économie sera orientée vers l'exportation et mieux tout le monde se sentira, quoi. Donc, et voilà. Et le dernier mot sera probablement ouais, d'inviter au maximum. En effet, il y a une manne folle d'argent, en fait, de richesse à se faire dans le domaine de l'agribusiness. Rapprochez-vous de nous et puis on va vous donner justement les orientations qui vous permettent justement de saisir cette opportunité. Alors, merci, Monsieur Fofé. Vous n'allez pas échapper à cette partie qui consiste à sensibiliser les populations du Cameroun. Vous êtes sans oublier que le coronavirus continue à faire des morts euh, euh, au Cameroun et la ville de Douala également, dont vous êtes originaire, n'est point épargnée. Alors, c'est pour ça Mhm. que je vais vous inviter en votre langue maternelle d'essayer en quelques mots de sensibiliser votre grand-mère. Ne pas fuir, s'il vous plaît, de Aïe, aïe. continuer à rester connecté. Je sais que c'est difficile, mais si on sait comment que Djangolo signifie la mangue, également, on peut dire quelques mots pour sensibiliser. Je vais le dire en Yemba. Et en Yemba, on dit Penangba, ce qui veut dire en fait que rester à la maison. Et c'est ce que je dis chaque jour justement à toutes les personnes justement qui interagissent avec nous de prendre cette pandémie au sérieux et il vaut mieux, surtout quand on n'a pas d'argent, ça vaut nettement mieux de prendre des précautions. Et il n'y a pas trop de précautions à prendre pour une maladie comme celle-ci. So, Penamba. Merci. Je ne vais pas faire le docteur Kento qui euh, est un régulier invité de ce plateau et à plusieurs fois il a édifié en sa langue maternelle. On tient, madame et monsieur, on vous remercie énormément d'être resté scotché devant votre petit écran pendant toute cette émission. On remercie également monsieur Bertrand Fofé, software engineer, IT consultant et CEO fondateur de la startup Djangolo, cette plateforme qui vous permet, comme ça, vous qui aimeriez vous lancer dans l'agriculture
comment je veux dire, enregistrez-vous sur cette plateforme. Vous aurez la possibilité également de rencontrer des personnes qui ont une expérience, des personnes qui peuvent vous guider, des personnes qui peuvent vous dire comment acheminer votre produit. C'est pour ça que cette plateforme a été mise sur pied. On tient également à remercier le docteur Alain Kento, membre de la Camfomédic et président fondateur de l'ONG at Hilf. On ne va pas oublier nos nombreux téléspectateurs qui sont restés connectés en la personne de Alain Calvin, Tsetseri, Rebecca depuis Francfort, Tata Mimi depuis Karlsruhe, Gilles Ngom, Eric, plein d'autres Raon et j'en passe à Cassie White qui vient également de se connecter, qui va regarder cette émission après. Madame, Messieurs, le plaisir a été le nôtre. On espère vous retrouver dans les prochains jours pour un nouveau numéro de Diaspo Science et Tech. Merci bien. Et à